Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous face à la grande question que nous nous posons tous un jour ou l'autre, que dois-je faire de ma vie? Depuis notre plus tendre enfance, la société, les livres, les films et même nos proches nous murmurent à l'oreille un conseil qui semble aussi universel qu'évident: trouve ta passion et suis-la. On nous promet que si nous trouvons ce feu intérieur, ce métier qui correspond exactement à notre identité profonde, nous ne travaillerons plus un seul jour de notre vie. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Pourtant, aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe. Nous allons explorer les profondeurs du livre fascinant de Cal Newport, qui nous démontre, avec une précision chirurgicale et des histoires poignantes, que suivre sa passion est probablement le pire conseil que l'on puisse vous donner. Pour comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas était un jeune homme brillant qui, après des études de philosophie et de théologie, s'est convaincu que la clé d'une vie pleine de sens résidait dans la pratique du bouddhisme zen. Poussé par cette passion incandescente, il a tout quitté pour rejoindre un monastère isolé dans les montagnes de Catskill. Il avait bâti un fantasme merveilleux autour de cette vie monastique. Mais un dimanche après-midi, alors qu'il marchait dans une forêt de chênes après avoir enfin atteint le statut de moine, Thomas s'est effondré en larmes. La réalité l'avait rattrapé. Il était toujours la même personne, avec les mêmes angoisses. Poursuivre sa passion ne l'avait pas rendu heureux. Cette désillusion brutale de Thomas nous amène à une vérité dérangeante: la passion n'est pas une entité magique qui préexiste en nous, attendant d'être découverte. Prenons un autre exemple, sans doute le plus célèbre de tous, Steve Jobs. Si vous aviez rencontré le jeune Steve Jobs avant la création d'Apple, vous n'auriez jamais deviné qu'il était passionné par la technologie ou l'entrepreneuriat. Il marchait pieds nus, étudiait l'histoire de l'art, la danse, et cherchait l'illumination spirituelle en Inde. La création d'Apple n'est pas le fruit d'une passion brûlante pour les ordinateurs, mais plutôt le résultat d'un concours de circonstances. D'un petit projet de vente de circuits imprimés qui a pris une ampleur inattendue. Jobs n'a pas suivi sa passion, il a saisi une opportunité, a travaillé dur, et la passion est venue bien plus tard, comme un effet secondaire de son immense succès et de sa maîtrise. Cela nous pousse à regarder ce que dit réellement la science sur la motivation au travail. Les chercheurs ont découvert que la satisfaction professionnelle ne vient pas de l'adéquation entre un emploi et une passion préexistante. En réalité, selon la théorie de l'autodétermination, pour être motivé et heureux au travail, l'être humain a besoin de 3 choses: l'autonomie, c'est-à-dire le sentiment d'avoir le contrôle sur sa journée, la compétence, le sentiment d'exceller dans ce que l'on fait, et la connexion sociale. Remarquez bien que trouver un travail qui correspond à sa passion ne figure pas dans cette liste. La passion naît de la maîtrise. Plus vous devenez bon dans un domaine, plus vous gagnez en autonomie, et plus vous finissez par aimer ce que vous faites. Mais alors, si poursuivre sa passion est une erreur, que devons-nous faire? C'est ici que nous devons opérer un changement de paradigme radical et adopter ce que l'on appelle la mentalité de l'artisan. La mentalité de la passion se concentre sur ce que le monde peut vous offrir. Elle vous pousse à vous demander en permanence: est-ce vraiment ce que je suis censé faire? Suis-je heureux là, tout de suite? Cette introspection constante est une recette garantie pour l'insatisfaction chronique. À l'inverse, la mentalité de l'artisan se concentre sur ce que vous pouvez offrir au monde. Elle ne se demande pas si le travail est parfait, mais comment devenir si bon qu'on ne puisse plus vous ignorer. Laissez-moi vous emmener dans la banlieue de Boston, dans une maison délabrée où vit Jordan Tiss, un prodige de la guitare bluegrass. Jordan passe des heures, chaque jour, enfermé dans une petite chambre, à répéter inlassablement des techniques de grattage extrêmement complexes. Il ralentit le tempo, analyse chaque erreur, et repousse constamment ses propres limites. Il ne se demande pas s'il est passionné par la guitare à chaque instant, il est obsédé par la qualité de ce qu'il produit. C'est cette concentration acharnée sur l'amélioration continue qui le sépare des guitaristes amateurs. Cette mentalité d'artisan est le seul véritable moyen d'accumuler ce que nous appellerons votre capital de carrière. Le marché du travail obéit aux lois de l'offre et de la demande. Les caractéristiques qui rendent un travail fantastique, comme la créativité, l'impact et le contrôle, sont extrêmement rares et précieuses. Si vous voulez obtenir ces choses rares et précieuses dans votre vie professionnelle, vous devez avoir quelque chose de rare et de précieux à offrir en échange. Ce quelque chose, ce sont vos compétences approfondies, votre capital de carrière. Pensez à Ira Glass, le célèbre animateur de radio américain.
Il n'a pas commencé avec une émission à succès. Il a passé des années à couper des bandes magnétiques, à faire des reportages médiocres, à peaufiner son art dans l'ombre. Accumulant lentement mais sûrement son capital de carrière jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de valeur pour exiger la création de sa propre émission. 10 American Life. Maintenant, comment accumule-t-on ce précieux capital? Ce n'est pas simplement en accumulant les heures de travail. Il faut s'engager dans ce que les psychologues appellent la pratique délibérée. Imaginez des joueurs d'échecs. Deux joueurs peuvent avoir passé 10 000 heures à jouer, mais l'un devient un grand maître international et l'autre reste un joueur de club moyen. Pourquoi? Parce que le joueur moyen se contente de jouer des parties pour le plaisir, restant dans sa zone de confort. Le grand maître, en revanche, passe la majorité de son temps dans une étude sérieuse, analysant des parties difficiles. Recevant des retours immédiats de ses entraîneurs, et forçant son cerveau à comprendre des configurations qui le dépassent. La pratique délibérée est l'antithèse du confort. C'est un étirement mental douloureux. Si vous êtes un travailleur du savoir, passer vos journées à répondre à des emails ou à assister à des réunions ne vous fera pas progresser. Pour accumuler du capital de carrière, vous devez identifier les compétences clés de votre domaine, vous fixer des objectifs clairs. Vous forcer à accomplir des tâches qui vous mettent mal à l'aise par leurs difficultés. Et rechercher impitoyablement des critiques honnêtes sur votre travail. C'est épuisant, c'est vrai, mais c'est le prix à payer pour devenir exceptionnel. Une fois que vous avez accumulé ce capital de carrière grâce à la pratique délibérée, une nouvelle phase s'ouvre à vous. Il est temps d'investir ce capital pour acheter les traits qui rendent un travail merveilleux. Et le trait le plus puissant, l'élixir ultime du travail de rêve, c'est le contrôle. Avoir le contrôle sur ce que vous faites et comment vous le faites transforme radicalement votre rapport au travail. Prenons l'exemple de Ryan et Sarah, qui gèrent la ferme Redfire dans le Massachusetts. Ils cultivent des légumes bio et vendent leur production directement à la communauté. Leur vie est physiquement épuisante, soumise aux caprices de la météo, mais ils exercent un contrôle total sur leur destin. C'est cette autonomie qui rend leur mode de vie si incroyablement attirant pour tant de cadres épuisés par la vie de bureau. Cependant, la quête du contrôle est parsemée de pièges redoutables. Le premier piège est d'essayer d'obtenir ce contrôle sans avoir accumulé suffisamment de capital de carrière au préalable. C'est l'histoire tragique de Lisa Feuet, qui a quitté son emploi dans le marketing après seulement un mois de formation en yoga pour ouvrir son propre studio. Elle avait le courage, elle avait la passion. Mais elle n'avait pas les compétences rares et précieuses nécessaires pour survivre sur un marché concurrentiel. Résultat, elle s'est retrouvée à faire la queue pour obtenir des bons d'alimentation. Le courage ne suffit pas, il faut des fondations solides. À l'inverse, regardez Lulu Young, une développeuse de logiciels. Elle a commencé au bas de l'échelle, en testant des bugs. Au lieu de fuir ce travail ennuyeux pour suivre sa passion, elle a utilisé la pratique délibérée pour apprendre à automatiser les tests. Elle est devenue si précieuse pour son entreprise qu'elle a pu négocier une semaine de 30 heures. Plus tard, en accumulant encore plus de capital, elle a pu exiger des congés de plusieurs mois. Pour finalement devenir freelance et travailler exactement quand et avec qui elle le souhaitait. Elle a acheté son contrôle étape par étape, en utilisant son capital de carrière comme monnaie d'échange. Mais attention, car c'est ici que se cache le deuxième piège du contrôle. Au moment précis où vous avez accumulé assez de capital de carrière pour obtenir une véritable autonomie. Vous êtes devenu si précieux pour votre employeur qu'il fera tout pour vous en empêcher. Imaginez que vous soyez un employé vedette. Si vous demandez à passer à temps partiel ou à travailler à distance pour développer vos propres projets. Votre patron verra cela comme une perte de productivité. Il essaiera de vous retenir en vous offrant plus d'argent, plus de prestige, une belle promotion. Il faut un courage immense pour refuser ces offres scintillantes et rester fidèle à votre quête d'autonomie. C'est pourquoi il est crucial d'appliquer ce que nous appelons la loi de la viabilité financière. Avant de faire un saut audacieux pour obtenir plus de contrôle, demandez-vous si les gens sont prêts à payer pour ce que vous allez faire. L'argent, dans ce contexte, n'est pas un but en soi, mais un indicateur neutre de valeur. Si un client, un employeur ou un investisseur est prêt à ouvrir son portefeuille pour financer votre nouvelle direction, c'est la preuve que vous avez suffisamment de capital de carrière pour franchir le pas en toute sécurité. Cela nous mène au sommet de la pyramide de l'épanouissement professionnel, la mission. Avoir une mission unificatrice donne un sens profond à votre carrière.
C'est ce qui vous permet de traverser les moments difficiles avec résilience et de ressentir une véritable joie dans votre travail quotidien. Mais la mission est une bête capricieuse. Beaucoup de gens essaient de trouver leur mission de vie avant même d'avoir commencé à travailler. Ce qui conduit inévitablement à la paralysie et à la frustration. Pour comprendre comment trouver une véritable mission, il faut se tourner vers le monde des découvertes scientifiques et le concept du possible adjacent. Imaginez que les connaissances humaines soient une grande sphère. Vous ne pouvez pas faire une découverte révolutionnaire en restant au centre de cette sphère, là où tout le monde se trouve. Vous devez d'abord étudier, pratiquer et travailler dur pour atteindre la frontière de cette sphère, la pointe extrême de votre domaine. Ce n'est qu'une fois arrivé à cette frontière que vous pouvez regarder au-delà et voir le possible adjacent. Cet espace juste à côté où se cachent les innovations et les grandes missions. C'est exactement le parcours de Pardis Sabeti, une biologiste évolutionniste d'Harvard. Elle n'a pas commencé ses études en se disant qu'elle allait utiliser la génétique computationnelle pour éradiquer des maladies anciennes en Afrique. Elle a d'abord passé des années à étudier les mathématiques, la biologie, puis la médecine, accumulant un capital de carrière massif. Ce n'est qu'en devenant une chercheuse de pointe qu'elle a pu identifier cette mission incroyable dans son possible adjacent. Elle a pensé petit en se concentrant sur une niche très spécifique pendant des années, pour ensuite agir grand une fois la mission découverte. Mais identifier une mission ne suffit pas, encore faut-il la concrétiser. C'est là qu'interviennent les petits paris. Au lieu de tout risquer sur un projet titanesque, vous devez lancer de petites expériences, des projets qui prennent quelques semaines tout au plus. Pour tester vos idées. Si un pari échoue, vous avez appris quelque chose de précieux sans vous ruiner. S'il réussit, vous avez trouvé une direction à creuser. C'est ainsi que Kirk French, un archéologue, a transformé son désir de vulgariser l'archéologie en une émission de télévision sur la chaîne Discovery. Il n'a pas commencé par pitcher une émission à Hollywood. Il a d'abord numérisé un vieux documentaire, puis a répondu à l'appel d'un inconnu pensant avoir trouvé un trésor dans son jardin. Il a filmé cette rencontre avec les moyens du bord. Ce petit pari a généré des retours positifs, qui l'ont mené à des paris de plus en plus grands, jusqu'au succès télévisuel. Enfin, pour qu'une mission prenne véritablement son envol, elle doit obéir à la loi de la remarquabilité. Votre projet doit être une vache pourpre, selon l'expression célèbre de Seth Godin. Il doit être si original, si fascinant que les gens ne peuvent s'empêcher d'en parler. Mais ce n'est pas tout, cette vache pourpre doit être lancée dans un environnement qui favorise sa propagation. Gilles Bouquet, un programmeur, voulait fusionner l'art et le code. Il a créé un programme d'intelligence artificielle capable de composer de la musique de danse de manière autonome. C'était indéniablement une vache pourpre. Mais surtout, il a lancé ce projet dans la communauté open source du langage Ruby, un environnement structurellement conçu pour partager, commenter et diffuser les idées innovantes. Le résultat ? Il est devenu une superstar mondiale dans son domaine. Recevant des offres d'emploi du monde entier et gagnant la liberté de concevoir la vie de ses rêves. En rassemblant toutes ces pièces du puzzle, une image claire et libératrice émerge. Vous n'avez pas besoin de passer des années à vous torturer l'esprit pour trouver votre vocation cachée. La passion n'est pas le point de départ, c'est la ligne d'arrivée. Le chemin vers un travail que vous aimez est un chemin d'artisan. Il s'agit de baisser la tête, d'embrasser l'inconfort de la pratique délibérée et de devenir si incroyablement compétent que le monde ne peut plus vous ignorer. C'est en forgeant ce capital de carrière que vous gagnerez le droit de dicter vos propres règles. De prendre le contrôle de votre temps et de vos projets. Et c'est depuis le sommet de cette expertise que vous pourrez apercevoir une mission digne de ce nom. Une mission que vous pourrez tester par de petits paris et propulser grâce à des projets remarquables. Souvenez-vous de Thomas, le moine zen en pleurs dans la forêt. 10 ans plus tard, l'auteur du livre l'a retrouvé. Thomas n'était plus en quête d'une passion mystique. Il était retourné dans le monde de la finance, mais avec une approche totalement différente. Au lieu de chercher le travail parfait, il s'était concentré sur le fait de faire son travail parfaitement. Il avait accumulé du capital, obtenu des promotions, gagné en autonomie et en respect. En buvant son café, Thomas souriait, confiant et épanoui. Il avait compris que bien faire son travail est infiniment plus important que de trouver le bon travail. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu. La prochaine fois que vous vous demanderez si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devriez tout plaquer pour suivre une passion incertaine. Repensez à cette philosophie.
Ne cherchez pas la passion, devenez un maître. Cultivez vos compétences comme un jardinier cultive sa terre. Acceptez la difficulté de l'apprentissage comme la preuve que vous grandissez. Soyez patient, soyez stratégique, et laissez la passion vous rattraper. C'est ainsi, et seulement ainsi, que vous construirez non seulement une carrière exceptionnelle, mais une vie profondément riche et pleine de sens. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, et n'oubliez jamais, soyez si bons qu'ils ne pourront plus vous ignorer. À très bientôt pour un prochain épisode.